Donc, merci à tous d'être présents pour cette conférence de presse sur le 35e festival de Montpellier Danse. Je suis entouré, bien entendu, de Jean-Paul Montanari, mais aussi de Josiane Colleret, vice-présidente déléguée à la culture, au patrimoine et aux cultures occitanes et catalanes à la région Languedoc-Roussillon. Merci Josiane d'être là et de représenter mon ami Damien Alary. Ensuite, je voudrais saluer la présence de Bernard Travier, vice-président de la métropole, chargé de la politique culturelle. Puis Madame Gisèle Deputio, qui est la directrice adjointe du Festival de Montpellier Danse, et j'excuse Michel Diaye, président du festival et président de Montpellier Danse, qui est retenu pour une réunion très importante. Voilà donc que s'annonce cette 35e édition, qui est un chiffre demi-rond, c'est pas tout à fait un chiffre rond, c'est la moitié d'un chiffre. J'aurais quand même voulu dire un petit mot de l'entreprise Montpellier Danse, qui n'est pas simplement l'organisateur ou l'organisatrice d'un festival de danse, c'est aussi une structure qui invite de la danse et qui travaille sur le public de la danse toute l'année, 11 mois sur 12, ce qui est pas rien dans les circonstances actuelles, et qui s'occupe aussi d'une grosse boutique qui est la Cité internationale de la danse sur le boulevard Louis Blanc, que nous partageons avec nos amis du centre chorégraphique de Christian Rizzo et de Cordelia Albrecht qui vient d'arriver, qui est salle numéro 2. La situation économique est difficile, mais ça je n'apprendrai rien à personne, on en parle tous les matins sur tous les médias du monde. La situation économique de la culture n'est pas... elle est pareille, c'est-à-dire que ça ne va pas très bien non plus. Et en même temps, il faut donc remercier ceux qui continuent à mettre autant de moyens pour l'expression artistique, parce qu'il faudrait peut-être aussi regarder les choses sous cet angle. Donc mon premier merci ira évidemment à l'agglomération de Montpellier, c'est-à-dire à la nouvelle métropole, à son président et à ceux qui s'en occupent, de consacrer encore, si j'ose dire, 1,5 million d'euros à nos aventures artistiques. Ça peut vous sembler un peu étrange de voir les choses sous cet angle, mais nous sommes une grosse boutique et apparemment nous continuons. Nous continuons bien, même si la région a également des problèmes, des soucis, elle fusionne avec une autre région, les départements ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, même si on vote dans pas longtemps. Voilà, donc les uns et les autres ont plus ou moins de chance, ou plus ou moins réussi leur stabilisation financière. En ce qui nous concerne, on est toujours un petit peu au-delà des 3 millions, même si, prenez conscience de ça, même si d'une année sur l'autre, nous perdons un petit peu moins de 200 000 euros, pour des tas de raisons diverses et variées. Voilà. Donc évidemment que je vais aussi continuer à remercier la BNP, la Fondation BNP Paribas, qui nous soutient pour les questions de résidence sur les résidences d'artistes à l'Agora, à hauteur de 60 000 euros, ce qui est quand même important. Donc tous les gens qui souhaitent avoir des renseignements complémentaires sur les finances, et Dieu sait si les finances sont intéressantes et indispensables à nos activités, je me tiens à votre disposition là-dessus. L'autre solution, en tous les cas en ce qui concerne la saison, puisque les deux actes ou les deux gestes sont infiniment différents l'un de l'autre, la saison, c'est une collaboration entre... J'ai réussi à mettre en place sur Montpellier une collaboration entre tous les gens qui souhaitent se fédérer pour programmer de la danse. Et finalement, il n'y a pas tellement d'autres solutions dans ces circonstances économiques différentes que la solidarité et se serrer les coudes les uns par rapport aux autres. Donc, le groupe qui programme la danse dans la saison, c'est l'Opéra de Montpellier, c'est sous l'égide de Montpellier Danse, le centre chorégraphique, le théâtre de la Vignette, évidemment Humain Trop Humain, le centre dramatique de Rodrigo Garcia, et le théâtre Jean Villard à la Paillade, etc. Donc tous les gens qui sont de près ou de loin
qui aiment ça, donc on se met ensemble, on fait des choix, on peut les danses, les valide d'une certaine manière, on fait la communication et vend les billets, parce que tous les clients intéressés par les questions de la danse sur la ville sont dans nos fichiers depuis 35 ans que nous les activons, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est la saison. La plupart du temps, c'est une politique d'invitation, il n'y a quasiment pas de création, presque jamais, les créations demandent de moyens importants. Et donc c'est dans le cadre du festival que vous retrouvez justement ces créations, et ça nous introduit justement à cette 35e édition, qui est fabriquée à peu près toujours sur le même mode, qui a eu sa validité, hein, bien sûr, on a depuis le temps expérimenté tout ça. D'un côté, d'un grand moment, qui sont les grandes compagnies du monde entier, que nous suivons depuis longtemps, et pas seulement du monde entier d'ailleurs, mais aussi évidemment les compagnies françaises. Et puis d'autre part, la création, donc un certain nombre d'artistes, jeunes, moins jeunes, qui mènent des expérimentations, et il y a, après un tiers de siècle de travail, c'est un peu normal, il y a toute une population montpelliéraine intéressée à suivre ces expérimentations artistiques. Et c'est dans ce double mouvement que les choses se complètent. On a à la fois la créativité, l'inventivité, la recherche, et d'autre part, quelquefois elles n'en sont pas absentes non plus, les grandes compagnies. Voilà. Donc, allons-y pour l'ouverture. C'est un peu une surprise, cette ouverture, mais elle est venue toute seule. Ballet National de Marseille, la deuxième plus grande compagnie française après le ballet de l'Opéra de Paris. Hein. C'est la compagnie de Roland Petit, c'est la compagnie de Pietrangala, c'est avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de danseurs. La voilà qui se sépare de Frédéric Flamand, qui est ce chorégraphe belge qui a dirigé cette compagnie ces dernières années. Et voilà qu'arrive à sa tête un jeune chorégraphe d'origine italienne, mais qui vit aux Pays-Bas, qui vit à Amsterdam, qui s'appelle Ennio Greco, que vous avez déjà vu il y a bien des années au Corum, dans une pièce qui s'appelait Elle, me semble-t-il, l'enfer, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Un truc relativement apocalyptique, mais plutôt intéressant. En tous les cas, Ennio Greco est dans les chorégraphes en vue aujourd'hui en Europe. Autrement, on ne lui aurait pas confié une compagnie de cette importance, évidemment. Et il a voulu que pour la première création qu'il ferait pour cette compagnie qui est devenue la sienne, il l'a créée au Corum en ouverture de Montpellier Danse. Donc d'abord on la remercie, et en plus on sait que c'est un enjeu particulièrement important pour lui et pour nous tous. Donc voilà une belle ouverture de numéro, si j'ose dire. Alors au Corum, on continuera à trouver ces grandes compagnies qu'on aime tellement, la Batcheva, donc ça fait partie des fidélités jusqu'à ma mort pour un certain nombre de chorégraphes. Certains ont disparu, donc la fidélité elle est un peu suspendue, pas mentalement, pas psychiquement, pas dans le souvenir, mais Merce-Cunningham n'est plus les nôtres, Trisha Brown a cessé son activité professionnelle, William Forsythe est, disons, un peu en suspens actuellement d'activité, mais il en reste encore quelques-uns. Et les deux qui, de mon point de vue, soutiennent le ciel de la création contemporaine chorégraphique aujourd'hui, je le dis dans un des textes que vous avez dans le programme, c'est d'un côté Ohad Naharin à Tel Aviv, avec la Batcheva, que je considère comme un des 2 ou 3 plus grands chorégraphes du monde. Et vous l'avez expérimenté à plusieurs reprises. La dernière pièce de lui, c'est des 21 qu'on a vu au Corum, et de mon point de vue, une des plus belles choses que j'ai vues ces dernières années. L'autre étant Teresa de Kachmaker, et les deux sont tous les deux dans le programme de cette édition, donc j'en suis au fond de moi particulièrement ravi. Nouvelle pièce pour Anna Harin, qui sera créée à Tel Aviv dans les semaines qui viennent, donc je n'ai rien à dire de plus que ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, je le découvrirai quasiment en même temps que vous. Une surprise, parce que même si ça existe déjà, mais ça reste quand même un truc un peu bizarre, 2 monstres sacrés qui s'opposent et qui travaillent ensemble. Israël Galvan, le grand danseur de flamenco, dont vous avez pu apprécier encore une fois
dans la cour de l'Agora l'été dernier une drôle de chose qui était un solo sans musique, sans lumière, sans décor, sans costume. Voilà, magnifique, magnifique. On était à l'essence même de la danse. Et le Balatipa qui se met à travailler avec une autre genre star dans le genre, qui est Akram Khan. Akram Khan, que vous connaissez bien également, lui aussi était venu d'ailleurs présenter un solo, alors c'était tout le contraire, avec un énorme décor, avec énormément de musique, mais il était tout seul lui aussi. Et ils se sont mis à travailler tous les deux, ce qui est à la fois une idée de programmateur, et en même temps une idée parfaitement logique, puisque vous savez sans doute les uns et les autres que Akram Khan, qui est un danseur de Kathak à l'origine. Le Kathak, c'est une danse du nord, danse traditionnelle du nord de l'Inde, mais qui n'est pas sans être je sais pas, la cousine ou la grand-mère des danses flamenco, enfin des danses flamenca plus précisément. Puisque le travail sur les pieds ainsi que le travail sur les mains de cette danse Kathak du nord de l'Inde, on le retrouve dans le flamenco justement. Et pour une raison très simple, c'est que les tribus gitanes à l'origine viennent du nord de l'Inde elles aussi et traversent la totalité de l'espace pour venir s'arrêter face à l'océan en Espagne. Justement, c'est là que ça s'arrête, puisque après il y a l'océan, elle s'arrête là. Et en fait, quand vous mettez ensemble un danseur de Kathak et un danseur de flamenco, ils mettent habituellement 10 minutes à trouver le tempo commun. Ils dansent tout de suite ensemble. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, en même temps d'assez touchant dans cette espèce de mémoire de la danse, mémoire secrète, mémoire inconsciente de la danse, comme ça. Bon, voilà donc ces deux monstres sacrés sur le plateau de la salle Berlioz au Forum qui va sans doute nous réserver des joies extraordinaires. Et dans le même genre, mais un peu différemment quand même, pour la première fois à Montpellier, de mon souvenir en tous les cas, le très extraordinaire Farouk Pito. Farouk Pito, c'est le fils de Farloko, qui a été un des immenses danseurs de flamenco de ces dernières années, et de sa mère Farouka, parce que c'est comme ça, donc la Farouka et le Farloko ont donné naissance à un Farouk Pito, un petit Farloko, et qui est actuellement le grand danseur de flamenco polo, très loin d'Israël Laval, qui lui fait une relecture profonde de danse flamenca et du style flamenco, alors que Farouk Pito est une espèce de star, de James Dean de la danse flamenco actuelle. Qu'il faut donc découvrir. On a pu le voir dans la région, c'est pas la première fois qu'il passe par ici, mais c'est la première fois qu'il passe à Montpellier. Ce sera la clôture du festival au Forum. J'évoquerai son nom tout à l'heure, et ma foi, elle reste. Je veux parler d'Anne-Thérèse Alcachoker, qui vient depuis longtemps à Montpellier, puisque je me souviens très bien l'avoir invitée pour la première fois en 1984. Elle ouvrait sa compagnie, donc ça fait 30 ans. Elle ouvrait sa compagnie, elle arrivait des États-Unis, elle avait été une des élèves de Béjart, mais elle avait surtout appris aux États-Unis des choses autour du répétitif et d'une rigueur abstraite de la danse. Elle a fondé à Bruxelles une des plus grandes compagnies du monde, une des meilleures écoles du monde, puisque Parts est une école d'où sortent la plupart des danseurs et chorégraphes intéressants aujourd'hui en Europe. Et Bruxelles a une place tout à fait particulière dans le dispositif chorégraphique mondial, vraiment. Bon, moi je place, à côté de Bruxelles, je place Tel Aviv, comme vous le savez, mais voilà. Donc c'est une nouvelle pièce que moi je trouve absolument magnifique. Elle en a tellement fait de toute façon qu'il y a des choses qui sont absolument extraordinaires, d'autres qui le sont moins, mais celle-là est très très particulière. C'est non seulement été chercher les chansons de Brian Eno, ce qui donne évidemment à cette pièce une chose assez étrange de cette musique pop comme ça, mais en plus elle s'est servie de As You Like It, c'est-à-dire Comme il vous plaira de William Shakespeare, pour structurer sa pièce qui dure plus de 2 heures. Et elle a changé de compagnie, c'est-à-dire qu'elle a été chercher des gens beaucoup plus jeunes qui sortent de Parts. Tout ça donnant au spectacle un aspect à la fois juvénile, nouveau, totalement frais, totalement étonnant. Moi j'y ai passé un des moments les plus agréables de ces derniers mois. Je m'ennuie beaucoup au spectacle de danse, hein, comme vous tous. Marie, vous m'ennuyez terriblement.
mais là pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, formidable, quelle formidable pièce, formidable Thérèse Kirchmacher, quel grand artiste, vraiment. Bon, donc ça nous laisse présager des soirées étonnantes. Alors après, d'une manière différente, mais au bout d'un moment, je me lasse de parler tout seul, donc je ne sais pas si Gisèle veut me relayer, mais après vous avez toutes ces choses qui sont les créations, beaucoup de créations, nous y tenons beaucoup. Je sais que pour vous, journalistes, c'est plus tout à fait un critère. Ça l'a été longtemps, c'est-à-dire les grands festivals étaient ceux qui produisaient le plus de créations. Aujourd'hui, les grands festivals, c'est ceux qui font le plus de public. Bon, le monde bouge. Valérie Hernandez me rassure en disant non, non, de la tête, c'est pas vrai. Alors j'en suis content. Non, je suis content, c'est vrai, parce que bon, j'espère que c'est vrai. Firminard. Alors Firminard, vous voyez qui c'est, Firminard? Elle est déjà venue à Montpellier 1 ou 2 fois. Étrange personnage, étrange personne, qui s'appelle à l'origine, qui s'appelle Philippe Ménard, et qui à un moment décidera de changer d'identité, en devenant Pierre Ménard et en devenant une femme, ce qui dans le milieu de l'art chorégraphique, bien qu'elle vienne du cirque, est quand même rare, c'est une chose peu souvent, qui est arrivée peu souvent, ça arrive, il y a quelques exemples dans le monde. Vous vous souvenez de Sing Sing, la célèbre colonel de l'armée chinoise, et oui, chers amis, colonel de l'armée chinoise, devenant un jour une femme. Voilà. Alors elle était aussi un des fils préférés d'un des grands du régime maoïste, et c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs, et aujourd'hui qui vit à Shanghai, au milieu des 3 enfants qu'elle a adoptés, et qui dirige à la fois une émission de télévision extrêmement célèbre, regardée par des millions de personnes, mais en plus qui dirige une compagnie de danse assez connue. Voilà, donc Fia Ménard, c'est un peu notre Sing local. Sauf qu'elle travaille, elle vient du milieu du cirque, et elle travaille sur les éléments, elle travaille sur l'air, elle travaille sur l'eau, elle travaille sur bon, des éléments de la nature d'une certaine manière. Et là, à l'Opéra-Comédie, en ouverture de l'Opéra-Comédie, et j'attends ce spectacle avec beaucoup d'impatience, parce que ce sera sans doute un des spectacles les plus étonnants de cette édition. Encore une fois, elle travaillera sur de la glace. Vous vous souvenez le spectacle qu'elle avait fait au Studio Bagouet avec des blocs de glace qui tombaient à droite et à gauche et pas sur elle, puisque c'est quelqu'un qui vient du cirque, elle prend tous les risques et elle sait maîtriser parfaitement ça. Et bien là aussi, alors peut-être plus proche du temps qui passe, se lèvera dans les cintres au début du spectacle un immense réfrigérateur qui laissera apparaître des costumes, en tout cas c'est comme ça que le spectacle commencera, des costumes qui sont gelés et qui vont se dégeler tout au long du spectacle avec... bon, le spectacle est en répétition, donc on ne peut pas vous en dire plus, mais c'est un travail qui part encore une fois de la glace et du temps du spectacle, puisque c'est le temps du spectacle qui les dégèlera d'une certaine manière. Peut-être une autre grande surprise de cette édition sera la création de Trajan Harel. Alors voilà quelqu'un dont pour l'instant personne ne parle, bien qu'on entende parler de lui dans les milieux professionnels, le Festival d'automne et plein d'autres lieux s'intéressent à lui. C'est un peu le renouveau de la danse américaine. La danse américaine s'est un peu suspendue ces dernières années. Ils ont tout inventé au début du siècle dernier, et puis ils inventent de moins en moins aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées. Mais en tous les cas, Trajan Harel, qui est un jeune métis américain, qui vit beaucoup en Europe et dont la créativité et la création est plus soutenue d'une certaine manière par les structures européennes et particulièrement les structures françaises, puisqu'en France, on est toujours aussi avide et intéressé par les recherches artistiques, quoi qu'on en dise, même si les choses reculent, mais n'empêche. Et Trajan Harel, vous avez entre les mains le programme, donc ce programme un peu étrange qui vous étonne peut-être, enfin je l'espère, c'était fait pour ça, par son image, qui a été fait cette fois-là par l'équipe de graphistes de Mine de Rien, Agnès, à Mine de Rien. Oui, c'est coloré, il y a des ballons, ben oui, ça nous change un peu de côté trop sérieux des choses, peut-être.
Trajan Arel, le titre, vous voyez le titre comme il est étrange, le fantôme de Montpellier rencontre le samouraï. Bon, fantôme de Montpellier, c'est Dominique Bagué, et le samouraï, c'est Jikata qui a inventé le couteau. Ils sont morts tous les deux, depuis déjà un grand moment. Bon, en tous les cas, Trajan Arel, qui a exigé, enfin, qui m'a demandé de lui donner la grande cour en plein air de l'Agora, ce qui est une vraie surprise, parce que pour l'instant, le travail de Trajan Arel était réservé aux studios plus intimes, mais c'est beaucoup de monde sur le plateau, une douzaine, voilà, et des idées très particulières, très étranges. Là, ce soir-là, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va sûrement se passer quelque chose ce soir-là. Donc j'attends ça avec impatience. Je ne vais pas parler au nom des artistes, donc il y aura des conférences de presse au moment du festival. Vous avez dans les dossiers de presse et dans les programmes des interviews, des approches qui vous permettent d'aller plus loin. Mais moi, je ne veux pas parler, je ne veux pas vous dire ce que représente Dominique Bagué pour Trajan Arel, parce que j'aurais peur d'abord de ne pas tout à fait dire la justesse, et puis c'est à eux de vous dire ça. Mais au fond, j'ai été très troublé que Dominique Bagué, qui est mort en 1992, vive encore dans la tête, en tous les cas, d'un certain nombre de jeunes créateurs qui habitent New York. Donc, au fond, on se dit qu'on a joué un moment important il y a bien longtemps, et on espère le jouer toujours aujourd'hui. Après, on peut encore parler de Rachidou Ramdan, qui viendra quasiment pour la première fois à Montpellier, qui, malgré son nom, qui peut évoquer, je ne sais pas, le hip-hop, j'en sais rien, pas du tout. Rachidou Ramdan est un chercheur en danse tout à fait contemporaine et tout à fait abstraite, et comme Bouchra Wisgen, d'une certaine manière, elle vient du Maroc, et à laquelle vous viendrez voir, j'espère, la troisième création, puisque c'est la troisième fois que Bouchra viendra créer à Montpellier Danse. C'est la manière que nous avons d'apporter notre soutien aux créateurs de la Méditerranée, justement, en aidant à être d'aller le plus loin possible dans le travail qu'ils peuvent faire. Voilà, et puis vous aurez également les gens qu'on a l'habitude de voir, qu'on suit. Je veux parler évidemment de la nouvelle création de Raymond Dogueux, qui est dans la salle quelque part, sur la musique de Schubert, qui s'appelle Quartet, avec beaucoup de monde cette fois-là. Une pièce peut-être encore plus lumineuse, peut-être que ses dernières créations, et peut-être aussi plus proche du public qu'on ne le croit quelquefois. Il faudrait parler aussi, alors si vous parlez-leur quand j'aurai fini de parler moi, parlez-leur à Raymond Dogueux qui est par là, et puis parlez avec Fabrice Ramanagom qui est au premier rang, qui la plupart du temps habite Montpellier quand il n'est pas à Montréal ou à Berlin. Enfin, il est dans la catégorie des chorégraphes qui vivent avec nous ici dans cette ville, et qui, avec Benoît Lachambre, qui lui habite délibérément à Montréal, font un nouveau duo, un nouveau travail qu'on va pouvoir admirer. Voilà, c'est notre contribution aussi, choisie, délicate, aux créateurs qui vivent dans cette ville. J'ai oublié évidemment des tas de gens, j'ai oublié Wavelfeu, bien évidemment. Quand vous ne vous souvenez pas de Wavelfeu, c'était il y a si longtemps. Il vivait avec Wanda Golonka, il habite toujours Düsseldorf, et le hasard veut qu'il habite dans la même ville que Raymond Dogueux. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe donc à Düsseldorf? Écoutez, voilà, Düsseldorf envoie deux chorégraphes, Raymond Dogueux et Wavelfeu. Alors, Wavelfeu, ça, si vous ne connaissez pas, il faut venir voir. Hein. Donc, vous verrez des images sur le film qu'on va projeter tout à l'heure. C'est complètement incroyable. C'est complètement étonnant. Allez, je vous laisse la découverte de ça. Nouvelle création également de David Van Pack. David, il est dans la région, il est inscrit à Alès, mais il voyage beaucoup, il mène beaucoup d'expériences. Cette fois-là, ça s'appelle Urge, ça pouvait s'appeler Cru aussi, parce que c'est quelque chose sur le cannibalisme apparemment, donc nous verrons ce que ça donne. Et puis, bien sûr, Atlas, but not the least. Enfin, l'arrivée de Christian Rizzo dans nos contrées fait que j'avais gardé une place, quoi qu'il arrive, au nouveau directeur, ou à la nouvelle directrice du centre chorégraphique, une petite place au Bagué, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer. Bon, alors finalement, Christian, mais que vous allez apprendre à découvrir avec le temps qui va, puisque dès le 20 mars, on le verra au théâtre Jean-Claude Carrière avec cette pièce qui fait fureur, puisque c'est une des pièces les plus vendues, une des pièces de danse les plus vendues en France cette année, d'après une histoire vraie, qui va jouer 2 fois
au théâtre Jean-Claude Carrière le 20 et le 21 mars. Voilà, très bien. Vous verrez un film de Christian Rizzo pour la ZAT. Enfin, la ZAT, nous en parlerons la semaine prochaine si vous le voulez bien. Voilà. Et puis, vous verrez donc ce solo que Christian a fait pour un de ses danseurs, un danseur d'origine turque, que vous verrez, que moi j'ai vu il y a quelques années au Festival d'Avignon, et que vous pourrez voir au studio Bagoué pendant le festival. Après, on retrouvera Christian à la rentrée avec un duo, et puis on retrouvera surtout Christian Rizzo et ses danseurs pour le prochain festival, pour le 2016, avec une grande création oubliée, notre collaboration avec nos amis de Rodrigo Garcia et de Humain Trop Humain. Et quand je lui ai dit, allez, viens faire quelque chose au festival, il m'a répondu, c'est d'accord. Donc voilà, les trois comédiens permanents de Montpellier, les trois comédiens permanents de ma compagnie HTH. Et je te conseille de travailler avec un jeune chorégraphe, on n'est pas sûr, enfin jeune en tous les cas, qui s'appelle Luis Garay, qui est un Colombien qui vit à Buenos Aires, qui est un ami de Rodrigo Garcia. Et là alors c'est mystère total, surprise totale, enfin comme tout ce que fait Rodrigo. Donc voilà, il a une place dans cette édition. Et donc Luis Garay, avec trois des permanents du centre dramatique, ils ont créé une nouvelle pièce dans le cadre de Montpellier Danse. Donc beaucoup de découvertes, beaucoup de choses sûres, flamenco, la Batcheva, Teresa, et puis j'ai évidemment oublié Maggie Marin encore une fois. Mais l'exhaustivité n'est pas nécessaire, mais là aussi, vous verrez Maggie Marin plus largement, si j'ose dire, l'année prochaine pour le 2016. Oui, il est très avancé, il est presque fini. Le 2016 est très avancé, et il y a un gros projet Maggie Marin. Quand je dis très avancé, ça veut dire que ça va plus vite qu'avant, tout simplement parce que la production française est en forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que quelques grands spots pour la danse en France. Et donc les projets, ils viennent très vite, tout de suite sur les bureaux, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui a un peu de moyens pour travailler. Nous croisons les doigts en espérant que Montpellier sera longtemps un lieu où on pourra venir créer en prenant toutes les audaces, on l'espère sincèrement. C'est une pièce, quand j'ai vu à la Biennale de Lyon, cette pièce qui s'appelle BIT, B-I-T, je ne pouvais pas vous en priver. C'est une des plus belles choses que j'ai vues ces dernières années. Maggie Marin est une immense artiste. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que, enfin ce qu'il y a d'étrange, je dis souvent rigolo quand je veux dire étrange, ce qu'il y a d'étrange, c'est que Maggie Marin a le même itinéraire que Dominique Bagoué. Ils sont nés à peu près en même temps, ils ont gagné Bagnolet à peu près en même temps, et ils ont été tous les deux danseurs chez Béjart. Et c'est toujours cette question que vous avez quelquefois, vous aussi, c'est où en serait aujourd'hui Dominique Bagoué s'il était toujours vivant. Voilà. Et que quand je vois le travail de Maggie Marin, je me dis, est-ce qu'il aurait suivi cette route parallèle, est-ce qu'il en serait là de cette réflexion? En tous les cas, vous verrez que cette pièce est là encore une fois des très grandes pièces, des pièces vraiment importantes de cette année chorégraphique qui vient de s'écouler. Formidable pièce de Maggie. Voilà pour cette édition, 35e du nom. Beaucoup de choses dans les villes de l'agglo, la métropole, beaucoup de grandes leçons. Les chorégraphes donnent des leçons sur les places de la ville, et particulièrement sur le parvis de la pairie. L'an dernier, on avait vu un investissement assez marqué de l'Agora, avec des équipements supplémentaires, etc. Donc c'est un peu le cas cette année encore ou... Pas du tout. Non. Tu sais que souvent c'est les artistes qui donnent le là. Hein. Donc quand les artistes qui s'appellent Israël Galvan ou Emmanuel Gatt et disent on veut faire quelque chose dans cette cour et l'occuper, donc du coup on s'active et tu as vu ce qu'on a vu. Voilà. Après on change. Donc après c'est différent. Là de nouveau le quorum est réinvesti, alors que l'année dernière il l'était moins. Il l'est parce que on a cette fois-là trouvé davantage de grandes pièces pour aller sur cette grande scène avec ce grand public, les Akram Khan, les Israël Galvan, les Faroukito, la Batcheva, le Grand Ballet de Marseille. Et pour le reste, c'est différent. Donc l'année dernière, c'était un investissement volontaire sur l'Agora pour aussi y faire fonctionner tous les lieux en même temps pour voir ce que ça donnait. Cette année, c'est un peu différent. S'il n'y a définitivement plus de passerelle entre UCS Danse et Montpellier Danse. Il y en a pour l'instant plus, mais il pourrait y en avoir encore. Mais UCS a des problèmes, comme tout le monde, et nous aussi, nous avons des problèmes. Donc voilà, mais
On a encore déjeuné il y a 3 jours ensemble, hein, donc on se voit souvent, on aime beaucoup Liliane. Mais la situation UZES, peut-être que Josiane Colleret pourra vous en parler mieux que moi, mais la situation UZES n'est pas très favorable. Donc, bon voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Ça pourrait recommencer tout de suite, puisqu'on se voit, je vous dis, on se voit souvent. Non, notre préoccupation aujourd'hui, c'est... mais il faut que j'en parle avant à mon président, d'une certaine manière, à mon autre président. C'est comment se lier avec la ville de Toulouse. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je ne lui en ai pas encore parlé, donc je ne vous en parlerai pas tant, mais on se voit la semaine prochaine pour parler de ça. La fois que j'étais venu, il y avait toujours un artiste invité, un artiste en vedette, et là, cette idée a disparu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, jamais. Il y a des moments où on a envie de se lier avec un artiste parce que c'est le moment, donc on a envie de confier à quelque chose d'important, à Mourad Merzouki, de rester avec lui, qui montre plein de spectacles, parce que c'est le moment, c'est mûr. La relation, c'est comme dans les relations amicales, on passe des grands moments avec des vacances avec un tel, et puis après, au bout de 2 ans, on passe des vacances avec quelqu'un d'autre, ou plus de vacances du tout, ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Après, ça a été Emmanuel Gatt, avec qui je suis toujours très lié, ça a été Raymond Dogueux, etc. Donc, ça ne l'est plus, l'année dernière non plus, hein, voilà. Et puis l'année prochaine, peut-être, oui. Tu as parlé de ton prochain festival, donc en 2016. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la question de ta succession ne serait pas totalement aboutie. Je suis pas sûr. Tant que je suis salarié tous les mois, ce qui est le cas, je te rassure, je fais mon travail. Et donc le festival 2016, il avance, même si je pars en 3 mois. Ça regarde que moi, cette histoire. Et un de mes présidents. Puis moi, je crois que philosophiquement, chacun doit penser à sa propre succession. Oui, c'est évident. Et à tous les endroits, en même temps. Mais ça va venir, rassure-toi, Valérie. Rassure-toi. Il y a des chiffres cette année qui sont un peu étranges. Donc 35e édition, c'est un chiffre rond. Début novembre de cette année, nous fêterons mes 40 ans de vie professionnelle dans le monde artistique. Le 2 novembre, très exactement. Le 2 novembre 1975, je signais mon premier contrat dans un centre dramatique à Lyon, où je faisais des relations avec le public. Mais aussi, ce sera ce centre dramatique où je ferai ma première programmation danse, l'année d'après, où dans cette programmation danse, j'inviterai Dominique Bagoué, et vous connaissez la suite, puisque Bagoué m'emmènera à Montpellier, etc. Donc, ça fera 40 ans début novembre. Et l'année qui suit, le mois qui suit, en décembre, j'aurai 68 ans. Et 68, vous savez que c'est un chiffre très particulier pour moi. Voilà, donc écoute, je sais pas, mais pas tout à fait tous les matins quand je me rase, parce que d'abord je ne me rase pas exactement tous les matins, mais j'y pense souvent. Je pense à qu'est-ce qui va se passer ensuite. Sincèrement, un tiers de siècle de pratique vous donne une espèce de solidité, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans nos fichiers entre 10 et 12 000 noms de gens qui fréquentent Montpellier Danse. Parce que ceux-là, c'est ceux qui aiment la danse. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la danse, après tout, attendez, très bien. Il y a 500 000 habitants dans la métropole de Montpellier. Il n'y a pas de place pour les 500 000 en même temps dans les salles, hein, de toute façon. Donc il n'y a que cette année, combien de places à la vente? Voilà, il y a entre 25 000 et 30 000 places par festival, donc plus la saison, ce qui est à peu près la même chose. Il y a des gens qui, grâce à Dieu, aiment suffisamment ça pour en voir 3, 4, 5, 10 fois dans l'année. Il y a des gens qui, évidemment, qui viennent voir 10 spectacles dans l'année parce qu'ils adorent ça. Et nous avons des systèmes et des services de relations avec le public suffisamment développés, que ce soit avec Alexis du côté des étudiants, que ce soit avec Frédéric du côté des collectivités, que ce soit les uns, que ce soit les autres. Tout le monde travaille beaucoup sur le public. Donc, on a fait venir à nous à peu près tous les gens qui, dans cette agglomération, fréquentent la danse, aiment la danse. Et ça reste, ce côté-là, une de mes grandes victoires, qui était d'ailleurs la mission que m'avait donné Georges Frêche, qui était de faire un festival de niveau international.
européen, voire international, pour les gens qui vivaient ici, puisque je ne vais pas raconter mon histoire de Montpellier Danse, c'est les festivals de deuxième génération, la première génération étant Cannes pour le cinéma, Avignon pour le théâtre et Aix-en-Provence pour l'opéra, qui sont des festivals faits dans des très jolies villes de province, par des Parisiens, avec l'argent des Parisiens pour les Parisiens. Ce qui n'était pas du tout le cas de la mission que nous avions ici au début des années 80, en faisant en organisant une manifestation culturelle de niveau international pour les gens qui vivaient ici, avec l'argent qui vivait ici. Je vous le rappelle, sans aucune méchanceté, le ministère de la Culture de la rue de Valois, via la DRAC, m'accorde 318 000 €, c'est-à-dire 10% de nos subventions, de notre chiffre d'affaires. Donc, nous en remercions très sincèrement. Mais tout ça est entre les mains du président de la métropole, du conseil régional et du public, puisque la billetterie continue à laisser près de 20% d'argent dans les caisses, ce qui est quand même pas tout à fait rien par les temps qui courent. On y tient beaucoup à ça. Voilà. Donc le public, on l'adore parce qu'on le trouve curieux, on le trouve intéressé. Et puis aujourd'hui, on ne dit plus du public, on dit des publics. Parce qu'il y a des gens qui aiment, qui adorent, on connaît plein, qui viennent voir que les choses de recherche, beaucoup qui aiment ça, etc. Et puis il y a des gens qui viennent Kokorov, parce qu'ils aiment les grandes machines avec les grands succès, etc. Enfin, je ne sais pas si vous étiez dans la salle pour Mourad Merzouki, et c'est 3 fois de suite triomphe, les gens debout, 6000 personnes concernées par ce magnifique spectacle. Mais nous aimons aussi les petits spectacles, les petites recherches que nous faisons dans le cadre de domaines, par exemple, organisés par le Centre chorégraphique, qui concernent que 150 personnes dans le studio Bagouet, parce qu'il faut bien que les gens cherchent avant de trouver. Quelquefois, ils trouvent et puis ils deviennent très connus, mais il faut bien qu'ils commencent par chercher. Voilà, c'est comme en médecine, finalement, ou en biologie, hein, c'est pas très différent. Le mouvement des intermittents avait perturbé un petit peu l'année dernière. Il semble repartir, puisque la CGT a reclaqué la porte. Est-ce que vous le craignez? Est-ce que cette fois-ci, si vraiment il atteignait beaucoup plus le festival comme il a atteint le printemps des comédiens la saison dernière, le festival pourrait s'en remettre? On va laisser venir, si tu veux bien, Rémi, hein, parce que pour l'instant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, on négocie, ça négocie. Voilà, maintenant, si de rechef, une partie des gens qui travaillent pour Montpellier Danse et des intermittents devaient se remettre au combat parce que leur situation sociale leur convient pas, nous ferons qu'entériner les choses. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ne me demande pas aujourd'hui, demande-moi quand ça va commencer. Si ça n'a pas lieu, on dira, bah, tiens, c'est ennuyeux, ou c'est pas ennuyeux, au contraire, on est solidaire, etc. Enfin, ça peut être les deux en même temps. On peut à la fois trouver ça ennuyeux, ennuyeux que ça ne fonctionne pas, et en même temps être solidaire. Malheureusement, c'est ce dispositif qui est le plus courant. Je vois que l'affiche a beaucoup changé. Ça fait 2 ans qu'on a affaire à des affiches qui sont plus colorées, plus modernes, entre guillemets. Et puis présence de hashtags, notamment dans le programme. Est-ce que c'est une stratégie pour rassembler un public, enfin pour attirer un public mouvant et plus jeune, notamment via les réseaux sociaux? Et quelle est la stratégie de Montpellier Danse sur ces réseaux sociaux? Ce que j'aime dans les questions, c'est qu'elles comportent la réponse. Oui, mademoiselle. Non mais quelle est la stratégie sur les réseaux sociaux? Sincèrement, je vais vous dire, cher ami, je n'ai pas de stratégie personnellement. Il y a des services qui s'occupent de ça. Moi, je n'ai aucune stratégie en ce qui concerne. Mon boulot à moi, c'est de trouver les meilleurs artistes du monde et d'élargir les publics au maximum pour qu'ils aient que les salles soient pleines devant ces artistes merveilleux. Le reste, soyez gentils, je n'ai pas fait... Les seules études que j'ai faites, c'est des études de lettres. Et je m'en félicite. Du festival, il y aura un débat relatif à l'égalité homme-femme dans l'art et dans la culture. Vous avez invité, à ma connaissance, 4 grandes chorégraphes femmes. Qu'en est-il dans la création d'aujourd'hui chorégraphique? J'ai 2 positions par rapport à ça. Soit je ne réponds pas parce que je ne sais pas quoi vous dire, soit je vous raconte quelque chose qui est de l'ordre du politiquement correct. Non, si vous ne savez pas. Voilà. Donc je n'ai pas choisi Anne-Theresa de Kirchmacher parce que c'était une femme, et simplement parce que c'était une grande artiste. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Ma question ne posait pas sur la personnalité des chorégraphes, mais sur leur création. La création
Je ne regarde que ça, je ne regarde rien d'autre que ça. Donc je regarde les créations. Quand c'est intéressant, c'est bien. Quand c'est pas intéressant, c'est pas bien. Que ce soit signé par un homme ou par une femme, je m'en fous. Ou par quelqu'un qui a été à un moment un homme et puis qui est devenu une femme. Alors on le classe dans quelle catégorie celui-là ou celle-là? Non, mais encore une fois, je ne parlais pas non, je sais pas. des auteurs, mais de leur création, c'est-à-dire que est-ce que l'idée de la féminité prend place différemment aujourd'hui au sein même de la création chorégraphique? Je comprends pas, je comprends votre question. Je ne sais pas quoi répondre. Le mieux, c'est de poser cette question à Maggie Marin, par exemple. Elle doit savoir. Mais moi, je ne sais pas. Une grande partie de la population remettent sa confiance en un parti comme celui-là pour régler les problèmes. Il est là notre extraordinaire challenge. Comment on va faire avec ça? Comment on fait avec ça, quoi? Alors moi, on fait ce qu'on peut avec ça. On essaye de montrer des œuvres qui élèvent la réflexion, la tête, enfin, etc. On essaye d'aller vers le haut et vers l'intelligence. À quoi ça sert? Allez. En ce qui concerne votre question, elle me paraît pour moi sans intérêt, parce que mais elle est totalement dénuée d'intérêt. Je suis élu en charge de la culture. Si je n'aime pas la culture, je fais autre chose. Je vous finance. Et ça, ce sera une punition. Ce qui veut dire quoi? C'est que je vais à presque tous les spectacles. Surtout dans la gentillesse pour moi de faire venir des danseurs espagnols les meilleurs du monde. El Farruquito, Israël Galvan et les autres, et puis tout ce qui est. Donc, je ne me pose même pas la question dans la mesure de ma disponibilité, parce qu'il n'y aura pas que la danse à ce moment-là. Je serai tous les soirs à un spectacle avec mon équipe. Ça, c'est sûr, je peux vous. Et ça débouche sur une question qui, d'ailleurs, a été posée par plusieurs personnes. Qu'est-ce qui concerne l'élu à la culture d'une métropole à travers un festival comme celui-ci? La question pour moi est quel public et quel lieu? La question du public est très importante. Il y a dans la danse, en tout cas dans Montpellier Danse, une particularité, c'est que le public est transgénérationnel et que la question ne se pose pas du tout de savoir quel est l'âge moyen du public qui va au spectacle. Si vous prenez le spectacle de Mourad Marzouki, il a déclenché l'enthousiasme de Max Militant, qui est notre doyen. Il y avait toutes les générations, on en a parlé longuement. Et moi-même, j'étais totalement fasciné par ce que j'ai vu. Il y a là quelque chose de très important qu'on ne retrouve pas dans notre formes artistiques, puisque vous le savez sans doute. L'âge moyen du public du concert classique, c'est 61 ans. Le directeur des affaires culturelles l'a contesté. Il a. C'est un réel problème parce que la forme du concert, à mon avis, n'a jamais évolué. Dans la danse, dans les programmes qui sont présentés par Jean-Paul Montanari et son équipe, cette question ne se pose jamais. Donc, pour l'élu que je suis, c'est là une réponse très importante. Tous les publics vont assister au spectacle de Montpellier. Et seconde question, en quel lieu? Il a dit avec beaucoup de soin qu'il s'agissait de l'argent des Montpelliérains et de la métropole pour les citoyens de la métropole. Et ça, c'est très important. C'est un autre monde, vous avez bien fait. C'est un monde tout à fait différent. Et là, cette année, si on observe, eh bien, il y a des spectacles qui sont donnés dans les médiathèques, des spectacles qui sont donnés dans 10 communes, et dans la ville de Montpellier. Il y aura des leçons de danse, il y aura une série d'activités chorégraphiques. C'est donc très important pour nous, et pour essayer de montrer une vie différente, notamment aux jeunes, parce qu'à l'heure actuelle, on ne leur parle que d'économie et de chômage, et il est des moments où il est nécessaire de donner une autre vision. Jean-Paul a eu un propos aussi légèrement politique, auquel j'adhère totalement sur le Front National. Nous vivons une période dangereuse. Dangereuse. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont un discours et un comportement qui est catastrophique, dans lequel nos concitoyens ne se retrouvent pas. D'où la nécessité d'aider, de préserver la culture du mieux possible et de l'insérer de toutes les manières que nous pouvons imaginer dans l'enseignement, dans l'éducation en général et dans les loisirs des gens. La culture et le sport sont fondamentaux, en tout cas pour moi, en tant que. Alors je voulais dire également qu'autour du festival Montpellier Danse, il y a autre chose qui se passe. Jean-Paul cette année, et puis il n'a pas fait seulement cette année, a ouvert l'Agora, beaucoup plus.
qui est un lieu magnifique. Et cette année, l'Agora s'ouvre davantage, d'abord, aux élèves du conservatoire, aux élèves de la classe de danse contemporaine. Il s'ouvre aussi, encore mieux qu'il ne le faisait, aux personnes à mobilité réduite. Nous avons décidé, vous pouvez le confirmer, de travaux extrêmement importants pour que tous puissent accéder dans une égalité totale au spectacle. Le handicap, en aucun cas, ne doit détourner nos concitoyens du spectacle. Il y aura aussi la ZAT qui va se dérouler, mais ça, on a décidé de ne pas en parler, mais c'est aussi une démarche qui est importante. Alors, tout ça ne peut pas avoir lieu sans l'argent de nos concitoyens. Mais il n'y a pas que nos concitoyens. Et je veux saluer la présence de M. Francis Lafont, qui est le directeur régional de la BNP, qui est un partenaire constant et important de ce festival de danse. Même si principalement c'est la métropole qui finance à hauteur de 1 600 000 € ou 1 500 000 €. Cela représente quand même 65% du budget. Il y a des sponsors dont la disponibilité financière et la présence discrète doivent être relevées et soulignées. Donc voilà très brièvement ce que je voulais dire en tant qu'élu en charge de la culture de cette métropole. Donc je souhaite longue vie à ce festival. Je souhaite à son directeur de trouver le cheminement qui lui conviendra, de trouver un accord avec notre président. Je crois que ça ne le tracasse pas énormément, non plus. La philosophie occupe une place importante chez lui. Il saura trouver des solutions qui s'imposent. Évident que moi je ne peux pas être tous les soirs à tous les spectacles comme le faisait Georges Frêche, ce que je doute un petit peu, mais bon voilà, c'est vrai qu'il était extrêmement présent comme d'autres élus d'ailleurs. Donc moi je vais vous dire une chose, la danse c'est l'esthétique qui me tient le plus à cœur, que j'aime. Voilà, c'est ma passion, même si je ne connais pas les artistes, etc., je les admire profondément. Et d'ailleurs, c'est vers eux que je me tourne en premier pour les saluer, parce que moi, public, je vous assure que ça, il me renvoie un bonheur absolument infini. Donc, voilà. Donc, je sors tous les soirs, je travaille toute la journée, je sors tous les soirs. Regardez à travers mes yeux les cernes que j'ai. Mais si vous saviez comme je me régale, vous ne pouvez pas savoir. Donc c'était juste pour ça. Et juste par rapport à la danse, vous dire à quel point mon activité d'élu région me prend. Je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir assister à tous les spectacles de saison, à tout le festival. Ce serait vraiment... ce sera pour l'année prochaine, je pense, au moment de la fusion de la région. Je pense que j'aurai autre chose à faire. Et alors là, je pourrais aller tous les soirs, et vous m'y verrez, mais j'aurai l'étiquette ex-élu, peut-être. Voilà. Donc, c'était pour l'anecdote. Il a été évoqué la question du ZES, du ZES Danse. Je ne sais pas si la personne est encore là, mais par rapport à UZES Danse, si vous voulez, il y avait un lien entre Montpellier Danse et Montpellier en région, pour des raisons de budget. Hein. Montpellier Danse en région, ça n'a pas continué, ce qui fait que les liens sont différents. Mais si vous avez bien entendu Jean-Paul, ils se voient, ils se parlent, et qui sait, peut-être un jour, il y aura une nouvelle, à nouveau, des coopérations. Ensuite, il a été apporté comme ça la question des femmes. Et alors moi, comme vous êtes tous des féministes dans cette salle, hommes et femmes d'ailleurs, je voulais simplement attirer votre attention sur la page 64, où il va y avoir une rencontre sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis pas peu fière d'être à l'origine d'un combat au sein du conseil régional pour que cette notion de l'égalité entre les hommes et les femmes soit enfin étudiée et qu'on essaye de voir comment on peut effectivement faire en sorte que les femmes artistes, les chorégraphes, artistes autres que la danse d'ailleurs, puissent trouver leur place parce que bon, elles sont aussi, je pense, à égalité de droit, le même talent. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a eu la question de la réforme territoriale. Alors moi, je n'ai aucun souci par rapport à Montpellier Danse, pour une raison simple, c'est que Montpellier Danse, avec son agora,
et sa dimension complètement internationale est devenue, à mon sens, incontournable. Montpellier Métropole avec la danse, mais aussi avec le théâtre et avec plein d'autres choses encore. Pour moi, ça me paraît évident que dans le cadre de la future grande région, Montpellier Métropole soit comment dirais-je, dites-moi, au lieu de me regarder, qu'elle soit capitale de la culture. Moi, franchement, avec tout ce qui s'est fait ici, grâce à Georges Frêche et à ses successeurs, grâce aussi aux présidents successifs de régions qui ont construit des stratégies de politique culturelle avec des dispositifs qui s'appliquent à chacun, eh bien je pense que effectivement, ce serait quand même, par rapport à notre fiancée, là, je ne sais pas comment on dit, celle Toulouse avec qui nous allons nous unir, soit, comment dirais-je, qui fait des belles choses aussi, mais reconnaissent l'atout région Languedoc-Roussillon dans ce domaine précisément où nous investissons 2,5 fois à 3 fois plus que la capitale toulousaine. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne font pas de très bonnes choses, bien au contraire. Alors moi, juste encore un petit mot par rapport à, je ne veux pas être longue, mais par rapport à l'engagement de la région, le répéter quand même, hein, c'est Montpellier Danse, mais c'est aussi Uzès Danse, c'est aussi 23 compagnies de la région que nous finançons, c'est aussi le centre chorégraphique, et tout ça, ça fait un tout de 2 millions d'euros environ, ce qui représente certainement l'investissement et l'engagement le plus important de toutes les régions de France. Donc je tenais à le souligner, c'est tout simplement parce que, bon voilà, cette somme, si vous voulez, elle est égale à la conviction politique que l'on a et qui se traduit par un engagement très concret, financier bien sûr, mais pas que. Dernière chose, je suis ravie de voir que David Pampac revient avec quelque chose. Alors David Pampac, juste pour l'anecdote aussi, c'est pas très intéressant, mais quand même j'ai envie de vous le dire, c'est un chouchou que j'ai découvert tout au début, tiens la tête, et puis finalement je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de très bien. Il m'a vraiment beaucoup plu et je le vois maintenant qui grandit et je trouve ça vraiment... Bel artiste. Bel artiste. C'est un bel artiste, voilà. Tu as raison, c'est un très bel artiste. Écoutez, je vais m'en arrêter là, et puis si vous avez des questions, ben, je réponds. Bernard, et surtout merci Jean-Paul et merci l'équipe de Montpellier Danse pour ce 35e festival qui va encore porter Montpellier sur les hauteurs de la danse en France, en Europe et dans le monde entier, parce que Montpellier Danse, c'est une affiche internationale. Et c'est pour cela que j'ai considéré qu'il était bon de spécifier les grandes orientations culturelles de la future métropole et d'y intégrer la danse. C'est d'abord la personnalité de Montpellier, la danse. C'est un patrimoine historique en mouvement. Parce que c'est une volonté qu'a eu le président Georges Frêche avec Dominique Bagué puis Jean-Paul Montanari de créer ce festival qui, depuis 35 ans maintenant, tient le haut du pavé dans le monde. C'eût été une erreur grave que de toucher à Montpellier Danse. C'eût été une erreur grave parce qu'on aurait touché à l'identité de la ville et de la métropole, mais plus que cela. Parce que pour moi la danse, c'est aussi une discipline très populaire qui ancre ses fondations dans les racines de l'humanité, dans la tradition, dans les usages, dans la symbolique, dans l'initiation. C'est pour cela que j'ai souhaité que la danse soit le premier pilier culturel de la future métropole. Mais une danse un peu remaniée, ouverte sur la cité. Elle l'était, mais j'ai souhaité qu'elle le soit davantage. Et je m'en suis entretenu avec Jean-Paul, en lui confiant la direction artistique de la prochaine ZAT, zone artistique temporaire. Parce que cette ZAT propose à la danse
d'occuper l'espace public, la rue, les jardins, les intervalles entre les habitations, et de revenir quelque part sur le pavé de la ville. Il peut y avoir la cité de la danse, l'agora de la danse, mais aussi l'espace public. Et je remercie Jean-Paul de l'avoir accepté sans aucune hésitation. Je remercie Mathilde Monnier aussi, parce qu'avec elle, sans que cela se sache, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai conçu l'espace public de la ZAC République, en portant sur le regard des aménagements sur l'espace public, le regard de la danse, de l'occupation de l'espace, comme un danseur. Parce que les danseurs occupent l'espace, un espace virtuel, redessinent en permanence l'espace. Si bien que cet art nous propulse très haut dans la spiritualité. Souvenez-vous ce que disait Nourieff, il disait « Lorsque je suis sur scène, je tutoie Dieu ». Je n'ai jamais oublié cette phrase, parce que pour moi, elle est très profonde dans cet art. Elle symbolise cet art. Et elle symbolise aussi l'attitude du plaisir populaire, parce que j'oublie pas la sardane, j'oublie pas toutes ces danses-là, qui sont aussi des danses initiatiques, qui mêlent les générations, dont la danse a toute sa place dans la métropole. Et elle conservera cette place. Et je viendrai au financement tout à l'heure, parce qu'il faut dire la vérité aux Montpelliérains. Le deuxième axe, c'est l'art contemporain, qui n'existait pas, ou dans ses prémices, que j'ai porté et que nous allons porter avec le futur centre d'art contemporain en lieu et place du musée de la France en Algérie, comme le centre d'art de la ville, en liaison avec tous les lieux de culture contemporaine de la ville de Montpellier. Sainte-Anne, l'espace Dominique Magoué, le pavillon populaire, Saint-Ravi, la Panacée sur les arts numériques. Le troisième axe, c'est le patrimoine. Parce que nous sommes un lieu que j'espère bientôt labellisé par le ministère de la Culture, d'art et d'histoire. Avec des églises romanes exceptionnelles, du XIe et XIIe siècle, uniques dans le monde. Et puis, le quatrième pilier, ce sera le cinéma. Parce que nous allons soutenir encore davantage le cinéma méditerranéen. Parce que Montpellier a vocation à parler avec les villes de la Méditerranée. Et que Toulouse n'a pas cette vocation-là. Et que ce que nous pouvons apporter dans le cadre de la réforme territoriale, c'est notre identité. Et notre identité, c'est aussi la Méditerranée. Donc, oui, ça peut être la culture vue par la sauce politique, mais vous me rendrez grâce de ne pas le faire pour le compte d'une chapelle, mais pour le compte des citoyens, indifféremment axés sur des appartenances politiques. C'est pas ça le problème. Nous devons défendre les couleurs et apporter notre identité dans la corbeille de la mariée. Et notre identité, c'est la culture et c'est la Méditerranée. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jean-Paul, dans les différentes éditions, a évoqué cela. Et l'an passé, c'était l'an passé avec Merzouki. L'année d'avant, avec le hip-hop qui a repris langue avec le quartier d'Odysseum pour sa séance inaugurale, ce retour avait déjà été amorcé. Cette vision a déjà été amorcée qui correspond aux affiches très colorées que vous avez indiquées tout à l'heure, dans les questions posées par les journalistes. Donc 4 axes, la danse, l'art contemporain, le patrimoine et le cinéma. Oui, la littérature aussi, la comédie du livre, la poésie, mais oui, mais les 4 grands. Et la musique, on ne peut pas tout faire.
je ne peux pas faire l'exégèse totale de toutes nos actions, mais les grands axes qui pour moi sont assez fondamentaux dans l'orientation nouvelle de la métropole, ce sont ceux-là. Ceux-là, nous les avons déjà et nous les soutenons largement. D'ailleurs, je fais remarquer très gentiment que la comédie du livre cette année aura pour thème les littératures ibériques, c'est-à-dire encore une fois quelque part la Méditerranée et le sud de l'Europe. Donc voilà. Alors après les financements, je vais vous les donner, les financements. L'État a financé 318 000 € en 2014 et finance toujours 318 000 € en 2015. La région a financé 660 000 € en 2014 et a diminué légèrement 594 000 en 2015. L'agglomération de Montpellier a financé 1 654 000 € en 2014 et a diminué de 5% comme toutes les subventions en 2015. 1 538 000 €. Donc c'est la métropole qui porte le festival, avec l'aide de la région et de l'État. Département, 0 en 2014. 0 en 2015. Et personne ne dit rien. Eh oui. Je ne vous incite pas à manifester devant l'hôtel du département, c'est pas ce que je veux dire, mais comprenez que lorsque on est dans la période qui a été très largement ressentie par toutes les interventions, il est bon de créer des synergies de territoire, des financements croisés autour des grands événements qui font la notoriété internationale du territoire. Et Montpellier Danse, ça détonne. Majeur. Voilà, un petit mot aussi pour dire que en même temps que le festival de Montpellier Danse se tiendra un partenariat que nous avons avec le journal Le Monde sur l'État, c'est-à-dire sur la réforme de l'État, sur la rediscussion de l'État, une sorte de forum qui aura lieu pendant Montpellier Danse pour donner, je dirais, un aspect ou évoquer l'aspect plus politique des choses et de la culture au travers des institutions nationales. Et je terminerai en parlant moi aussi du parti dont vous parliez tout à l'heure et que je me plais à ne pas citer. Mais oui, elle existe, l'alternative. Ce parti a fait 9 points au municipal à Béziers, à Montpellier, parce qu'à Béziers, c'est l'inverse. À Montpellier, 9 points. Donc oui, il existe. Cette solution existe. Mais c'est une autre façon de faire de la politique. Plus proche des gens, plus directe, plus citoyenne, plus écologiste, moins dogmatique, plus pragmatique, où les décisions politiques ne sont pas réalisées dans des cabines téléphoniques à 3 avec un ordinateur et imposées au reste du parti. Ça, c'est pas la République. Il faut redonner du sens à l'action publique. On ne m'explique pas qu'ils font ça pour l'argent. Cette République-là, elle fonctionne, elle marche. Et quand les maires font les listes, ils ne demandent pas aux citoyens quelle est la couleur de leur chemise. Ils prennent ceux qui veulent s'investir. Il faut reprendre la République par le bas. Et c'est un long travail. D'abord, il faut être exigeant. Et ensuite, il ne faut pas, comme disait Jaurès, céder aux mensonges triomphants. Il faut avoir un peu de courage. Parce que le parti dont tu parlais, Jean-Paul, tout à l'heure, ne peut se développer que lorsque nous ne faisons pas de politique. C'est le manque de politique, au sens noble du terme, qui permet à certaines idéologies de pouvoir se développer.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et la culture est l'un des supports majeurs de cela. Bien sûr, Josiane, tu as raison. Les subventions, certains votent toujours contre. Parce que ça s'appelle culture. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur même du volume des subventions culturelles, il ne faille pas, surtout en temps de crise, avoir une certaine exigence et se baser sur une certaine réalité. Voilà, c'est-à-dire, ça s'appelle la conscience, tout simplement, et l'argent public. Donc on essaie d'organiser les choses en fonction de ces paramètres. En tout cas, et pour terminer sur une note plus gaie, moi je voudrais remercier Jean-Paul pour tout le travail qu'il fait et lui dire que même si chacun doit penser à sa succession, et j'en fais partie, c'est pas ça le problème. Jean-Paul, là-dessus, il est comme moi. Il pense à la construction permanente. Et dans 9 mois de cela, nous aurons à construire une grande politique culturelle sur un très grand territoire. Et c'est en cela que chacun peut se renouveler, peut arriver à reconcevoir et rediscuter ses propres engagements pour pouvoir les porter le fer sur des périmètres beaucoup plus larges, peut-être beaucoup plus pertinents. Parce que on n'aménage pas un grand territoire comme celui-là sans culture, sans identité, sans spécialité. C'est pas possible. Nous sommes aidés en cela par le fait que le Grand Languedoc a déjà existé dans l'histoire et que nous avons quelque part les mêmes fondements. Mais tout est à construire. Et il serait dommage de quitter le bateau au moment où nous devons jeter des ponts entre les villes de Toulouse et de Montpellier. Il serait bien dommage de quitter le bateau au moment où nous devons être pertinents sur l'organisation sociale et politique. Le canal Paul Riquet, le canal des Deux Mers, a déjà tracé la ligne directrice de notre jonction physique et géographique entre les deux. De Jean-Paul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne regarde pas, et j'apprécie beaucoup ta réponse tout à l'heure sur homme-femme. Moi qui suis fils d'instituteur, lorsque j'ai en face de moi un groupe, je ne vois pas les blancs, les blacks, les thaïs, les whites, les hommes, les femmes, je ne vois pas ça. Je vois les êtres humains que je peux aider à se promouvoir et devenir plus libre. Eh ben, on a besoin des sachants pour construire le futur territoire. Et on ne peut pas le construire sans expertise. Est-ce que ça veut dire que Jean-Paul aurait une mission particulière? Sûrement. Dans le cadre des relations avec la ville de Toulouse, nous avons 2 élus qui assurent les relations. Le vice-président de la communauté de la métropole de Toulouse Métropole, et Max Lévita pour la métropole de Montpellier. Dans ce cadre-là, vont être évoqués dans la rencontre une série de domaines de mise en présence des 2 domaines de compétences des 2 villes. Et à un moment ou à un autre, la culture sera évoquée, bien entendu. Et dans ce cadre-là, les acteurs culturels de la ville seront évoqués et sollicités, bien sûr. Après, sur la grande région, parce que Josiane, elle nous a dit, je serai à la retraite. J'ai pas dit ça. Je serai ex-élu.
Ça veut dire pareil. Je dis à Josiane que tout est toujours possible. Pourquoi je lui dis ça? Parce que, d'abord, il ne faut jamais dire « je serai ex ». Il faut le dire quand on y est. Donc on n'y est pas, on n'y est pas. Donc je me mets à sa place pour parler parce que j'aime pas qu'on parle comme ça. J'aime pas quand les politiques parlent comme ça. J'aime pas affectueusement. Sur les moyens à la culture, donc la baisse de 200 000 € est exactement liée à la double baisse des subventions région et agglo pour le festival. Et j'ai entendu parler d'un loyer qui serait demandé dorénavant. Ça, c'est notre cuisine. De toute façon, ne figurait pas dans les comptes du festival la valorisation du bâtiment dans lequel nous habitons. Et c'est une erreur. Voilà. Donc nous avons à valoriser ce bâtiment. Que ça figure dans notre bilan, ça, pour l'instant, c'est non. C'est-à-dire que le coût de l'Agora doit figurer dans nos comptes, mais la métropole a l'amabilité de mettre ce bâtiment à notre disposition. Simplement, dans le bâtiment, nous utilisons de l'électricité et de l'eau, le centre chorégraphique également. Donc ça, dans la situation où tout le monde est aujourd'hui, et c'est normal, nous allons donc payer maintenant. Les vaches grasses étant mortes, il n'y a plus que les vaches maigres aujourd'hui, ben oui, donc nous allons payer de l'électricité et de l'eau. Très bien. Pour le reste, les diminutions de budget étant ce qu'elles sont, mais il est en équilibre le budget. Une association de la 1900, c'est tout ce qu'elle doit faire, c'est mettre son budget en équilibre. Donc pour l'instant, les budgets sont... On a taillé un peu. Alors évidemment qu'on ne peut pas diminuer les salaires. Vous savez que Montpellier-Dans, c'est une toute petite équipe. Toute petite équipe, pour d'autres, elle peut paraître grande, mais comparée à d'autres structures, on tourne autour entre 12 et 15 permanents pour Montpellier-Dans, si vous ramenez tout ça. Hein. Donc c'est une petite équipe. Voilà, donc les salaires, évidemment, il n'est pas question de baisser les salaires pour l'instant. On n'est ni en Grèce, ni en Espagne, donc voilà, on continue à avancer. Et pour le reste, eh ben, on lime, c'est-à-dire qu'on lime un peu de communication, on lime un peu de réception, on lime un peu sur les artistes. Tout le monde participe à la réduction générale des coûts, tout simplement. Et puis il y a des gros projets auxquels on renonce. Par exemple, hein, on n'a pas renoncé à beaucoup de projets cette année. Donc, les artistes comprennent bien que bien sûr, et c'est la grande spécialiste de cette histoire, c'est Gisèle, on entretient des relations très proches avec de nombreux artistes à travers le monde. Donc, quand ils ont vraiment envie de passer à Montpellier, ils le savent. Ils viennent en résidence, ils font leur création, il y a un public, il y a des journalistes. Donc tout le monde doit faire un peu d'effort. Donc on lime un peu là encore, on lime les bords, on enlève un peu là, un petit peu là, un petit peu là, et puis on finit par rentrer dans le cadre. Voilà, on finit par rentrer dans le cadre. Et au bout du compte, et merci Mireille Jouvetel, et au bout du compte, le budget est en équilibre tous les ans, depuis de nombreuses années, mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un peu normal que les budgets soient en équilibre. On est une association de la 1900, on n'est pas dingue, hein. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas d'autre manière de travailler, de toute façon. C'est le reste qui est anormal. Donc on s'en accommode, on y va, bien sûr. Bon. Et puis on espère aussi que les temps peut-être seront meilleurs. Donc si on a une crainte, mais elle est sans doute injustifiée. Mais on se dit que est-ce que le poste de commande va être à Toulouse en ce qui concerne la région. Donc c'est 594 000 assurés aujourd'hui par le conseil régional. Est-ce que ça sera la même somme une fois que le Parlement régional sera à Toulouse et pas ici, que les votes se feront là-bas et plus là? Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, on doit sensibiliser les élus, les politiques qui vivent autour et les gens qui ont de l'importance autour de Toulouse? Est-ce que plus qu'avant, on doit les solliciter, on doit leur expliquer qui on est davantage? Ils le savent, on est copains, hein. On ne sait rien. Frédéric Chambert, qui aujourd'hui dirige l'Opéra de Toulouse, est non seulement un vieil ami, mais en plus il a même travaillé à Montpellier-Dans. Donc on se connaît, c'est pas ça le problème. Hein. Les professionnels se connaissent très bien entre eux. Mais on ne sait pas, effectivement, mais il faut bien accepter que les choses changent.
Donc le poste de décision ne sera pas aussi intime que quand je rencontre Josiane Colleret. Bon, évidemment, on est très proches, on se connaît depuis longtemps, ou Fabrice Manuel. Donc voilà, ce sera un peu différent. Pareil pour la DRAC. La DRAC, sans doute, il y aura un bureau à Montpellier, mais le DRAC va habiter Toulouse, tout le monde le sait. Donc voilà. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est 318 000 € qui transitent de l'État qui transitent par la DRAC? Est-ce que voilà. Donc c'est pas des inquiétudes, c'est des questionnements. On se doute bien qu'ils vont pas tout saboter, qu'ils vont pas enlever tout ça. C'est pas ça le problème. Non, ça c'est pas ça le problème. Ça deviendrait ça le problème si un jour le parti, comme dit Philippe Sorel, ce parti-là venait au pouvoir. Et certains d'entre nous ont quand même la mémoire assez longue. Ils ont été au pouvoir ici en 98. Ils ont supprimé les subventions au Festival de danse. Philippe Sorel a dit avoir besoin de tous les aidants et les sachants. Aidants et sachants. La question est pour Jean-Paul Montanari. Est-ce qu'un sachant est capable de transmettre son savoir, et est-ce qu'il a la volonté de le faire, et vers qui? Je ne comprends pas toute ta question, est un peu mystérieuse, mais comment dire, il est évident faudrait que je sois un sachant. Oui, mais je ne suis peut-être pas un vieux maître, et puis il y a des choses qui sont intransmissibles, tu sais. Il y a des choses que tu sais faire, et que c'est par l'exemple que les choses se font. Dans ce cas-là, la réponse est immédiate. Hein. Il n'y en a pas 40. Gisèle Lepouture est à mes côtés depuis 30 ans. Elle en sait largement autant que moi, si j'ose dire. Donc, bon, voilà, c'est une sorte de réponse, mais très incomplète. Oui, très incomplète, parce qu'il y a des choses qui sont... on en parlait hier avec Jean-Paul, mais il y a des choses que lui fait et que lui seul peut faire. Donc nous, on peut suivre des choses, on peut organiser une saison, mais c'est vrai que le festival, c'est Montanari. Les relations politiques, c'est Montanari. Et c'est lui qui a l'idée de tout ça, et c'est lui qui a le sens, comment on dit, le nez de tout ça. C'est pas quelqu'un d'autre dans l'équipe, ça s'apprend pas. C'est à lui. Le sachant ne peut pas tout transmettre. Voilà. Mais d'autres sachants peuvent savoir plein de choses très différentes. Donc, bon, c'est pas... il n'y a pas de drame autour de ça. Je sais que tu auras beaucoup de chagrin quand je m'en dirai, mais c'est pas grave. On se verra ailleurs. Mais je suis pas parti en plus. On peut pas, la région Midi-Pyrénées ne peut pas à la fois gouverner la région, la grande région, et à la fois posséder la capitale régionale. Sinon, il n'y a plus rien pour nous. Vous comprenez? Mais, pardonnez-moi, j'empiète sur le lendemain des cantonales. Je ne devrais peut-être pas le dire aujourd'hui, mais je me livre, tant pis. Il faudra des équilibres. Moi, vous le savez, je prêche pour 2 grandes métropoles qui entretiennent des relations apaisées. Mais 2 grandes métropoles, pas une grande métropole. Ça veut dire 2 grandes capitales. Comme sous les sous les États du Languedoc, pendant le Languedoc historique, avec une capitale administrative, une capitale politique. C'est d'ailleurs pour cela que le canal des 2 mers a été construit. Pour cela et pour rapatrier les marchandises qui arrivaient par les ports de Nantes, de Bordeaux, par l'estuaire de la Garonne, pour permettre à toute la grande région d'être économiquement viable. Donc c'est très important d'avoir cette conception du territoire. Moi je souhaite que Toulouse et Montpellier soient d'égale compétence et qu'elles puissent entretenir au travers d'un pont de conscience et de responsabilité un dialogue apaisé et constructif. Voilà ce que j'essaie de faire. Et dans ce domaine-là, la culture existe, comme l'économie existe, comme le sport existe. Et tout cela, ça demande à être travaillé, cousu avec du petit point. Voilà, c'est du surjet, comme un chirurgien esthétique. C'est des petits points internes, avec du 4 buts. C'est le nom du fil de chirurgie bleu. Il
faut suturer avec du catgut. Il ne faut pas suturer avec de la ficelle de cordonnier. Avec tout le respect que j'ai pour les cordonniers. Ce sont des discussions très précises qu'il faut avoir et donc il faut les préparer à l'avance. Et si j'ai demandé à Fabrice Manuel d'être mon nouveau directeur de cabinet à la métropole et à la ville de Montpellier, c'est parce que je sais qui il est et ce qu'il représente. Et c'est parce que je sais combien la culture est importante pour notre territoire, qui n'a pas d'industrie et qui a un vieux passé culturel et un avenir. Je sais ce que représente la culture pour la grande région, dans l'histoire. Ici, c'est la région des troubadours. Ici, les gens faisaient des cours d'amour, ne faisaient pas la guerre. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut remettre sur le tapis et rediscuter. Donc, c'est un travail de chantier énorme. Et ça se construit avec finesse. Et lorsque, dans les équipes passées qui ont perdu les élections, eh bien, il peut y avoir des gens dans les entourages utiles pour construire ce deal, ce New Deal. Mais je ne m'en priverai pas, parce que sinon, j'en priverai les citoyens. Et le résultat serait amoindri.